C'est très chouette ChatGPT et ça me fait gagner du temps, mais ça détruit la planète. Toutes les révolutions industrielles ont fait ça, c'est que ça change la structure de l'emploi, ça change la structure du marché. Je pense vraiment que ces jobs vont tendre à disparaître au fur et à mesure. Sacha, si ton projet d'IA était une personne, quelle serait sa personnalité et sa petite qualité cachée? D'après toi, c'est quoi les gros points noirs, les gros points négatifs de l'IA, de l'intelligence artificielle ? Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Les Voix de l'IA, le podcast qui décrypte pour vous l'univers de l'intelligence artificielle avec des experts. Moi c'est Aurélien, je serai votre hôte ce soir et aujourd'hui on a justement la chance de recevoir un expert, Sacha Delcourt, entrepreneur spécialisé dans l'intelligence artificielle. Salut Sacha. Salut Aurélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah ouais, très chaud d'être là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sacha Delcourt, 24 ans, c'est un jeune entrepreneur qui n'a pas peur de lancer des projets, on peut le dire. Une start-up foodtech écolo, un podcast qui inspire les jeunes à entreprendre, maintenant une solution pour aider les avocats débordés à gérer leurs appels et surtout récemment, Boldies.ai, sa société d'intelligence artificielle pour montrer comment la technologie peut simplifier la vie et surtout libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Ça va, ça te correspond ? Incroyable, intro parfaite. T'as rien à ajouter ? Rien à ajouter, non, très bien. À part que le projet de foot, du coup, a fini il y a quelques années, mais c'est ça qui m'a mis dans le bain de l'entrepreneuriat. Et j'aime bien dire qu'on construit une boîte par rapport à ce qu'on aime. Et l'aspect tech, l'aspect innovant dans l'IA m'intéressait beaucoup plus que la foot, mais qui a été une superbe expérience pour se mettre dans le bain de l'entrepreneuriat, quoi. Génial, je te propose de plonger dans l'interview directement sans plus attendre, avec une première petite question un peu plus générale pour commencer. Sacha, en tant que jeune entrepreneur, tu n'as encore une fois que 24 ans, je le répète, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre si jeune ? C'est une question que j'aime bien poser aussi aux entrepreneurs que je rencontre, c'est la question de... C'est quoi pour toi ta première expérience entrepreneuriale ? Les Américains diront j'ai vendu des citronnades à 10 centimes devant chez moi, à 10 cents devant chez moi quand j'étais petit. Un autre va dire j'ai créé mon clan sur Clash of Clans. Un autre va dire j'avais une communauté Dofus quand j'avais 13 ans. On a toujours un peu des prédispositions à lancer des projets entrepreneuriaux jeunes quand on a un peu ce drive en nous dès le début. Moi, ça a été très jeune. J'ai toujours voulu organiser des événements. J'organisais un petit casino à la maison. J'organisais des tournois de foot. J'ai toujours eu un peu ce truc où j'aimais bien gérer une équipe, organiser des événements, gérer une trésor. Et j'ai toujours eu ces ambitions-là. Mais bon, j'avais 14 ans. Je louais mes jouets télécommandés dans mon quartier quand j'avais 12 ans. Je me suis fait braquer, on m'a volé tous mes jouets quand j'avais 12 ans. C'était mon premier down entrepreneurial. Ça a commencé tôt. Mais du coup, j'ai toujours eu j'adore démarrer des choses. J'adore créer des choses, démarrer des choses. Plus tard dans mes business, je me rendrai compte que le 0 vers le 1, je suis très bon. Et après le 1 vers 10, c'est pour ça que j'ai besoin d'être associé à la bonne personne, d'avoir une équipe pour m'aider à scaler mes projets. Mais dès que j'ai eu 18 ans, c'est là que je me suis dit, ok, là c'est cool, je suis à l'univ, je suis tout seul, maintenant je peux vraiment aller full dans quelque chose. Je regardais un peu mes intérêts, j'aimais bien la foot, j'aimais bien le sport. À Louvain-la-Neuve, là où j'étudiais, il y avait même pas d'Uber Eats, il y avait pas de Deliveroo à l'époque. Je me suis dit, ok, c'est le moment, je vais essayer de faire un bar à salade en ligne où les gens pouvaient commander leur repas, se faire livrer pour toute la semaine. Il y a eu plein de pivots, comme toute aventure entrepreneuriale. On est arrivé vers une solution avec des packaging réutilisables, zéro déchet pour les entreprises. Milieu 2022, on livrait à peu près 1000 repas par mois, j'en étais très content. Une équipe de 7 personnes, j'avais 19-20 ans à ce moment-là, donc j'étais vraiment content. Mais voilà, ça devenait un peu trop ce mot de la food, il fallait se réveiller à 5 heures pour checker bien tous les repas. C'était pas forcément le lifestyle vers lequel je tendais. J'avais surtout envie de lancer une boîte et pas forcément une boîte dans la food. Mais donc pour répondre à ta question, ouais, j'avais vraiment ce drive de vouloir lancer quelque chose. Et je pense que dans tout dans la vie, on essaye des choses une fois, deux fois, trois fois, et au fur et à mesure, on s'aligne de plus en plus avec ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire par la suite. Et donc, au fur et à mesure des expériences, on se rapproche de quelque chose qui nous plaît et qui nous rend heureux au final. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas une finalité en soi, c'est simplement pour profiter de sa vie et être content de se réveiller le matin, quoi. Et je pense que la période estudiantine est une super période d'ailleurs pour entreprendre. C'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Toi qui accompagnes des entreprises au quotidien, comment tu expliquerais à quelqu'un qui n'y connaît rien, super simplement, c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est dans le cas d'une entreprise, si on a un stagiaire qui vient, il faut lui expliquer les choses très bien et très correctement pour qu'il le fasse bien. Si on lui dit ok, vas-y, va nous aider, réduis nos coûts, fais-nous gagner du temps,
il va faire un peu n'importe quoi. Ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va bien comprendre les processus des entreprises qui font vraiment décortiquer en détail les tâches qui sont chronophages, qui sont répétitives. Et ces choses-là, on va vraiment bien les standardiser, bien les expliquer. Et ça, on va le mettre dans l'intelligence artificielle via ce qu'on appelle un prompt. On va bien expliquer la tâche qu'entre guillemets devrait faire un stagiaire. Et l'IA, via des modèles algorithmiques plus complexes, va pouvoir justement effectuer ces tâches-là. Mais tout est dans le cadrage et c'est là où l'intelligence apporte des choses. Mais un des gros freins aux entreprises, c'est justement de déjà savoir bien expliquer ce qu'ils font, et c'est parfois difficile à faire de pouvoir mettre sur papier justement leurs tâches chronophages et répétitives, et après on vient automatiser tout ça. Voilà. Ok, et en tant que fondateur, toi, de l'entreprise du coup Boldis, quels seraient de manière générale pour toi les points positifs de l'intelligence artificielle, les utilisations intelligentes finalement? Ouais. Il y a toujours ce gros débat qu'on a là en 2025 sur ouais, l'IA remplace les humains, il y a moins de jobs à cause de l'IA. J'aime bien les boîtes IA qui se vendent avec ce Empower Human, mettre en avant l'humain grâce à l'IA, en libérant les tâches où ils sont très faible valeur ajoutée, où ça apporte rien. Il y a beaucoup en 2025 de bullshit jobs où des gens vont au bureau, mais bon, ils attendent juste que ça soit 17h et qu'ils puissent rentrer. Ils apportent pas vraiment de valeur à la société, au job. C'est des jobs assez basiques et les gens sont pas forcément heureux de ça, je pense, parce que c'est pas très stimulant, c'est pas vraiment heureux d'aller au travail. Et je pense que l'IA, sur ces points-là, va obliger les entreprises et les gens, par définition, à se former à des tâches qui sont vraiment humaines, où l'humain apporte vraiment de la valeur. Je pense à la créativité, je pense au sens critique, aux émotions. C'est toutes des tâches où l'humain justement, il y a une grosse valeur ajoutée que l'IA peut pas encore remplacer. Et on peut parler juste, par exemple, de la vente, des sales. Il y a toutes les tâches de prospection, de démarchage, c'est des choses qui peuvent être automatisées facilement avec de l'IA, mais justement pour laisser l'humain revenir au centre et passer du temps avec son client. Et donc, ça remplace pas du tout l'humain, ça met vraiment en avant l'humain, où il va faire les tâches, où il est le meilleur et il apporte le plus de valeur, à savoir faire un appel avec son client, closer son client, comprendre les besoins de son client. C'est des choses que l'IA peut pas faire. Mais ramener par exemple des leads, des prospects sur la table, ça c'est quelque chose que l'IA peut faire et qui sont des tâches un petit peu basiques et répétitives, quoi. Donc voilà, je me remettrais vraiment l'IA au centre sur le fait que voilà, ça remplace pas, ça met en avant l'humain et ça met vraiment la valeur qu'apporte l'humain aujourd'hui. Avec ton regard professionnel, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Si tu avais une idée reçue que tu aimerais bien déconstruire aujourd'hui, utiliser ce podcast pour le faire, laquelle ce serait sur l'intelligence artificielle? Que c'est magique, c'est pas magique. C'est pas magique, ouais. C'est pas magique. Je pense que beaucoup, quand on a utilisé ChatGPT la première fois en 2022, on s'est dit waouh, c'est une dinguerie. Elle peut écrire mon mail à ma place, c'est fou. Mais voilà, c'est pas magique. On parlait de prompt juste avant, on parlait du fait que l'IA ne remplace pas les gens. Il y a des limitations et je pense que le travail de cadrage et de bien savoir prompter, ça reste un métier, de savoir bien expliquer à l'IA ce qu'elle doit faire. C'est quelque chose où il faut se former, il faut apprendre à comprendre comment fonctionne l'IA pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière. Donc la part de magie, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de décomposer. On a des clients parfois qui viennent nous voir, ils veulent tout automatiser, tout faire. Il y aura 0 employé à la fin du mois. C'est pas vrai, c'est pas magique, l'IA peut pas tout faire. Et donc il y a un gros travail au début de déjà bien comprendre ce que vous faites, comme si un stagiaire venait. J'adore cet exemple parce que c'est le plus représentatif. Le fait de savoir bien expliquer ces choses-là, l'IA a des limites, il faut bien la contrôler pour qu'elle puisse pas nous faire n'importe quoi. Il y a des cadres légaux maintenant qui rentrent en compte, il y a des cadres de sécurité, de confidentialité. Il y a tous ces aspects-là qui sont importants à prendre en compte, et donc c'est pas magique où voilà, on vient implémenter ça en 30 minutes, c'est fini. Il y a plein d'autres considérations, et donc je pense que c'est cette part de magie aussi où les gens peuvent penser à croire que parfois l'IA peut tout faire et ça va peut-être arriver, mais on n'y est pas encore. Il y a quand même encore tout ce travail en amont à faire. Et si on prend un prisme un petit peu différent que ce début de discussion, si tu penses maintenant aux écoles,
aux associations, si tu devais peut-être penser à une utilisation qui ne demande pas de gros budget, pas de gros moyens, et qu'on pourrait appliquer demain dans les ASBL, dans les écoles, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, pour appliquer l'intelligence artificielle avec intelligence dans ce genre de milieu, tu conseillerais quoi? Tu aurais un exemple? Bah, je pense que tu me tends une belle perche là. Mais en juillet, on a travaillé pour un entrepreneur très connu en Belgique, Thibaut Elzière, qui a lancé le Watt, c'est un incubateur tech à Bruxelles. Et pendant la construction de cet incubateur-là, ils ont lancé ce qu'on appelle un summer camp, où ils ont offert à tous les enfants de la région d'Ixelles, mais je crois que tout Bruxelles, entre 7 et 13 ans ou 15 ans, je ne sais plus, ils pouvaient venir gratuitement pour se former au no-code et à l'IA. Et on a construit cette plateforme-là. Il y a un article dans la Libre qui est sorti, qui est vraiment chouette, qui explique comment ça se passe, où les enfants pouvaient aller et venir se faire guider via l'IA pour apprendre à faire des prompts, pour aller créer un site web, pour aller vraiment créer leur projet et pitcher leur idée à la fin. Et ça veut dire qu'en 5 jours, sans même un assistant ou un encadrant, ils étaient là quand même au cas où, mais un enfant pouvait apprendre par lui-même quelque chose de très chouette, savoir prompter quelque chose, savoir réfléchir à une idée, et l'IA vient la challenger sur son idée, sur ce qu'elle peut construire avec, construire son site web par lui-même, et vraiment avoir un nom de domaine, donc via des outils de vibe coding comme Lovable, où on vient expliquer simplement ce qu'on veut faire, et l'IA génère un site web très rapidement, et puis après pitcher devant ses camarades et devant son encadrant son projet avec un site web. Et on est allé sur place avec Salomé qui travaille avec nous à Boldis. On a vu des enfants dessiner leur projet, pitcher, coller au mur, et on a trouvé ça fou que des enfants de 7 ans pouvaient lancer un site web et le pitcher devant leurs camarades. Et ça, c'est ce genre de truc où l'IA peut vraiment venir accompagner, peut vraiment venir interpréter ce qu'ont fait les enfants. Alors, il y a des choses à prendre en compte. Par exemple, en début 2026, il y a ce AI Act qui va sortir, qui est des recommandations de l'Union européenne, de la Commission européenne, sur l'utilisation d'IA et ce qu'on peut en faire. Et c'est évidemment, et c'est normal, dans le corps médical, avec les enfants, tout est très réglementé. Et donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme par exemple, si l'enfant fait un test, on peut pas laisser l'IA donner un résultat, parce que l'IA est par définition un peu aléatoire dans les résultats qu'elle peut donner, et donc c'est pas fair pour les enfants. Par contre, on peut avoir un résultat qui peut être par exemple algorithmique, et là l'IA peut aller venir interpréter ce résultat par exemple et donner des recommandations. Donc il faut un peu savoir naviguer dans les prochaines réglementations qu'ils vont avoir en Europe. Mais dans le cas des enfants et de l'éducation, l'IA va clairement devenir game changer. On travaille avec une orthopédagogue maintenant, on est en train de créer des jeux, par exemple de dactylographie et d'autres sujets comme ça. Et dans le niveau de l'éducation, l'IA va prendre de plus en plus de place, mais c'est bien que ça soit réglementé. Il y a plein de gens qui sont contre et qui disent que l'Europe réglemente trop et donc c'est contre l'innovation. Dans un sens, c'est vrai, mais c'est quand même important de cadrer ces choses-là, donc je suis pour, quoi. Et en plus, ce sera un sujet super intéressant et on y reviendra dans une petite minute, la réglementation autour de l'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai envie de partir sur un autre créneau. C'est vrai que c'est une question plus que sociétale et plus que importante autour de ce sujet-là. On va parler de l'environnement. Évidemment, parce que ma question est la suivante. Demain, tu te retrouves face à un étudiant ou pas d'ailleurs, qui te dit « Ok, je veux bien, c'est très chouette ChatGPT et ça me fait gagner du temps, mais ça détruit la planète. » Et j'ai l'impression que c'est un peu une vérité vraie, comme j'ai envie de le dire. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit ça? Ouais. Ben, je le vois que c'est un sujet qui est très important et qui est très sociétal. J'ai fait un post LinkedIn il y a 2 semaines, donc vers début septembre, où je dis que en fait nos habitudes changent, où je me suis rendu compte que j'additionnais les sommes d'une facture et que j'ai même pas eu le réflexe d'aller prendre une calculatrice. Je l'ai fait sur ChatGPT. Ce qui est complètement fou, parce qu'un LLM, un modèle d'intelligence artificielle de base, n'est pas très bon pour faire des calculs, mais j'ai eu ce réflexe de juste aller faire les calculs sur ChatGPT, de faire 4000 plus 3000 plus 2000 plus blablabla. Et j'ai fait un screenshot et je l'ai mis sur LinkedIn et j'ai dit « Waouh, j'ai fait une addition sur ChatGPT, où va le monde? On devient fou ». Et le post, il a fait 100 000 impressions, il y a eu des centaines de commentaires de gens qui parlaient de l'environnement, dire que c'est vrai ce qu'ils disent, parce que faire un prompt sur ChatGPT 4, ça équivaut à faire 70 km de vélo en termes d'énergie consommée. Ce qui est énorme, alors qu'une calculatrice, ça consomme rien quand on la prend, la vieille Casio, la TI, elle consomme rien. Et donc, toutes ces utilisations-là, d'écrire des mails ou faire des calculs, des tâches vraiment basiques pour des modèles qui sont poussés, comme le 4, comme le 4.5, maintenant le 5. Le 5 est assez smart parce qu'en fonction de la demande de GPT-5, va venir choisir quel modèle est le plus adapté. Donc, si on demande une tâche complexe, par exemple, il va aller chercher le 4.5. Si c'est une tâche très simple, il va aller chercher le 3 seulement. En fonction de la puissance de calcul qui est nécessaire, il va choisir quel modèle. Mais pour répondre à tes questions,
peu de gens savent vraiment comment utiliser tel modèle pour telle application, et c'est un petit peu ça qu'on vient aussi conseiller avec les entreprises en fonction des besoins qu'ils ont, de choisir quel est le modèle le plus adapté. Et je comprends que ce soit un cauchemar. GPT, OpenAI, pardon, ils ont une vingtaine de modèles. C'est impossible d'aller savoir exactement quel modèle est le plus adapté quand on n'est pas dans ce domaine-là. Et donc, l'IA apporte énormément de valeur. Mais je pense que c'est important de remettre au centre ce qu'on peut faire sans IA, parce que, et j'en suis coupable aussi, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à tout faire avec l'IA maintenant, et donc c'est un peu un problème, parce qu'il y a certaines tâches où on n'a pas besoin d'IA, et donc effectivement ça pollue. Et puis il y a d'autres tâches où effectivement l'IA a un point positif à apporter, mais justement, choisir son modèle qui est le plus adapté pour la tâche qu'on a envie de faire. Il y a des modèles qui sont beaucoup plus éco-friendly, on parle de Mistral, on parle de modèles qui sont plus légers, en fait. Plus le modèle est long, plus il a de paramètres à prendre en compte, et on parle de milliards de paramètres. Plus il y a de paramètres, plus le modèle est lourd, plus il pollue parce qu'il demande de l'énergie dans les serveurs. Et il y a des modèles vraiment légers, qu'on peut même faire tourner en local, ça veut dire même sans aller dans le cloud, je ne vais pas rentrer dans les détails complexes, mais il y a des modèles comme ça qui sont beaucoup plus adaptés à des tâches vraiment simples, et ça permet de limiter l'impact sur l'environnement. Donc oui, ça pollue, comme beaucoup de choses, c'est la lampe, tout pollue dans cette salle, mais donc savoir bien l'adapter pour polluer le moins possible et avoir un espèce de juste milieu entre ça pollue, mais ça apporte de l'avantage, de l'intérêt, quoi. Super intéressant. Je trouvais ça plutôt intelligemment répondu. Toi aussi, tu fais des tâches débiles via l'IA ? Ouais, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Par contre, quand il y a eu les trends de se faire je sais plus c'était quoi, c'était Simpson ou je sais plus c'était qui il y a pas si longtemps que ça, mais de se mettre dans un monde, c'est le genre de truc que j'essayais d'éviter en me disant waouh, c'est un peu compliqué, mais par contre je réfléchis au moment où on est en train de parler, ça m'est quand même déjà arrivé dans mon quotidien. Et en fait la difficulté c'est peut-être de rendre très accessible la technologie. On va pas se mentir, c'est ça que ChatGPT a un peu révolutionné. Ça existait déjà depuis longtemps en fait. Ce que ça a révolutionné, c'est la facilité d'accès et la compréhension instantanée. C'est un chat, tu parles, on te répond, c'est facile. Je pense que c'est vraiment la forme qui a fait le succès de ChatGPT notamment. Et par contre, là où j'apprécie ton discours, c'est celui de parfois juste se poser la question de est-ce que j'en ai besoin ou pas. Parce que ton exemple sur la facture, j'avais un grand sourire parce que j'ai fait exactement la même chose pour un truc complètement idiot. Et après l'avoir fait, je me dis génial, j'ai gagné 3 secondes. Et en fait, dans ma tête, je me dis en fait, c'est con parce que j'ai ouvert ChatGPT, je l'ai tapé, je l'ai mis. Donc, je suis pas certain que l'avoir fait sur une calculatrice m'aurait pris beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai que c'est après coup qu'on se pose la question. Et je trouve ça important parce que c'est nouveau en fait. Et donc, je trouve ça central. Il ne faut pas avoir, je pense, un discours hardcore sur tous ces sujets-là. Il faut être ouvert, mais par contre, être très conscient de ce qu'on fait. Et une solution qui avait été proposée, que j'avais entendue sur YouTube, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'était de potentiellement afficher, pour rendre très réel, la consommation que ce que tu t'apprêtes à faire te demande, j'en sais rien, en litres d'eau pour refroidir les serveurs, par exemple. C'est 10 000 litres d'eau si tu appuies sur play. Je vais pas te mentir, mon 4+4, si ça m'affichait ça, je suis pas certain que j'aurais demandé à ChatGPT de me faire 8, quoi. Mais il y a une ASBL à Bruxelles, je saurais pas retrouver le nom, mais c'est ça leur projet, Ok. c'est de savoir par requête, parce que c'est dur à estimer, parce qu'il y a C'est très dur, une question très complexe. de paramètres, Ouais, tout à fait. heures de chauffe, il y a beaucoup de gens qui font les demandes en même temps, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais qui viennent un peu estimer les émissions de CO2, la consommation qui a été faite par requête. Je saurais pas retrouver le nom, peut-être on pourrait le mettre dans la description, mais c'est un vraiment chouette projet où ils viennent estimer par requête la consommation en fonction du modèle que tu utilises, la requête, le moment, et c'est vraiment chouette pour un peu sensibiliser à la consommation et la pollution quand on utilise l'IA. On va changer de sujet maintenant, on va revenir un petit peu à la base de l'entrepreneuriat. Pour les jeunes maintenant, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression, est un chemin grand ouvert, avec une porte grande ouverte. Et donc, avec ton parcours d'entrepreneur dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui veut se lancer maintenant ? Moi, j'adore l'idée de bien se nicher. Je pense que l'IA, c'est clair, l'IA a libéré des milliards d'opportunités qu'on peut aller chercher, et dans plein de domaines différents, mais je pense le piège et le plus dur peut-être, c'est d'essayer de cibler un peu tout et d'essayer de faire un produit un peu trop généraliste, une IA un peu pour tout le monde. Je pense que des très chouettes projets qui peuvent prendre très vite, c'est d'aller prendre un domaine super niché, les vétérinaires, Carolo pour les chevaux uniquement, et de regarder un petit peu c'est
quoi leurs besoins, leurs tâches répétitives. Et si on leur demande leurs besoins, ils sauront pas forcément répondre, mais juste aller passer quelques jours avec eux, voir un peu ce qu'ils font. Je suis sûr qu'il y a la moitié des actions qu'ils font qui sont automatisables avec l'IA. Et donc, je pense qu'une manière très simple d'entreprendre aujourd'hui, et je pense que c'est un super moment pour entreprendre parce qu'on est au tout début de l'IA, j'aime bien cette courbe de l'innovation, où il y a les early adopters, puis après il y a la première majorité, puis la late majority, puis les retardataires. On est vraiment au tout début, il y a que quelques pourcents des entreprises qui utilisent l'IA. On parle de 1% d'entreprises avec un rapport de McKinsey qui est sorti l'année passée, 1% des entreprises européennes qui ont de l'IA dans leur processus interne, versus 4% aux États-Unis par exemple. Mais voilà, 4% ça reste au tout début. Quand on prenait l'adoption d'Internet, au tout début, 1% on était nulle part, quoi. Donc on en est à ce stade aujourd'hui, et je pense un des moyens les plus simple de le faire, c'est se prendre vraiment quelque chose, un domaine, une industrie, un travail particulier, d'aller observer cette personne pendant quelques jours, quelques semaines, voir un peu tout ce qu'elle fait de manière répétitive, et d'en faire un produit IA. Et je pense qu'il y a des milliards d'opportunités aujourd'hui à aller chercher comme ça. Tu as mentionné les États-Unis dans ta réponse, et j'aimerais bien te questionner sur ce sujet que tu as mentionné aussi tout à l'heure autour de la légalité. On dit souvent que l'Europe régule, que les États-Unis innovent et que la Chine, eux, y poussent et y déploient. Est-ce que, selon toi, l'Europe est en train de freiner son propre écosystème ? C'est un peu ça la question. Bah, c'est dans notre culture, hein, entre la culture européenne qu'on a versus la culture anglo-saxonne. Il y a toujours eu une grosse différence en termes de libéralisme, d'entrepreneuriat, d'innovation. Et ça, même en dehors de l'IA, on le voit en termes d'entrepreneuriat. Aux États-Unis, tu veux lancer ta startup, tu fais une LLC en 5 minutes en ligne, et c'est tout. Ici, tu dois aller dans un guichet entreprise, attendre un numéro d'entreprise pendant des jours, puis la TVA, puis c'est vraiment plus complexe. Il y a des cotisations sociales directes, il y a beaucoup plus de barrières à entreprendre, à innover dans nos pays. Il y a tout un lot d'avantages qui viennent derrière, de sécurité des créanciers, il y a toute une logique du système qui est plus sécuritaire. Donc il y a des plus et des moins. Mais en IA et en innovation, c'est pareil. Là, on le voit avec le AI Act, c'est qu'en Europe que c'est aussi poussé les réglementations vis-à-vis de l'IA. Donc. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, c'est quoi cet acte que tu mentionnes ? C'est un document qui vient de passer, si j'ai bien entendu, et qui va arriver l'année prochaine ou quelque chose comme ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, il est déjà sorti, on peut le trouver. Okay. AI Act, European Commission, on peut le trouver facilement en ligne. La plupart des clauses prennent effet à partir du 1er janvier 2026, donc toutes les innovations qu'on crée maintenant, il faut que ce soit aligné avec ça. Mais il y a énormément c'est un rapport de plus de 130 pages. Est-ce que tu as un exemple qui vient en tête, quelque chose qui t'a un peu choqué, un peu titillé, ou positivement ou négativement d'ailleurs, hein ? Ouais, bah toute cette partie confidentialité RGPD qui est super importante dans ce document. Bah les données, il faut faire attention. Il y a dans l'IA, il y a vraiment deux types de systèmes qu'on peut construire. Il y a les systèmes cloud et les systèmes locaux. Les systèmes cloud, ça veut dire que on va aller chercher dans les serveurs de notre fournisseur, par exemple OpenAI, d'IA, et on va faire des requêtes en direct avec eux. Et donc ça veut dire qu'ils ont accès aux données qu'on envoie. Il y a les données en local, on va venir télécharger un modèle open source, donc ça veut dire qu'on peut le télécharger et l'avoir pour nous, sans même par exemple le connecter à Internet. On peut envoyer à ce modèle local, reformule mon mail de manière plus sympathique, sans même être connecté à Internet, parce qu'on aura téléchargé le modèle. Il faut que ce modèle soit vraiment léger pour qu'on puisse le faire tourner sur nos serveurs à la maison, mais il y a des modèles sympas qui le font, par exemple Mistral qui est européen, qui ont des modèles plutôt légers qu'on peut faire tourner en local. Et donc là, il n'y a pas d'échange de données avec dans le cloud, avec ces providers américains pour la plupart. Donc ça, c'est une première chose, cette partie confidentialité des données qu'on peut retourner en local. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, Mistral fait passer par OpenAI dans certaines manières, donc ça peut être parfois un peu bullshit dans certains sens. Mais voilà, c'est une première étape. Après, pour notre usage, j'avoue, j'ai pas lu en détail les 130 pages, mais je regarde à chaque fois. Et puis ça vient de sortir en plus, donc je veux dire, c'est très récent, quoi. Mais je regarde, par exemple, dans les cas d'usage qu'on va devoir avoir. Je parlais de la plateforme pédagogique. L'enfant qui joue, je sais pas si tu connais le jeu avec les caméléons, où tu dois taper sur les touches. C'est pour les enfants qui ont des problèmes à taper à 10 doigts. On n'a pas le droit de donner des résultats via l'IA.
vois, c'est interdit. C'est-à-dire c'est bien ou c'est mal, ça que tu veux dire. Mm. Genre, t'as fait 8 sur 10, c'est ça que tu veux dire par résultat? Le 8 sur 10, ça doit être un résultat algorithmique. Ça peut pas être un résultat avec l'IA. Par exemple, si tu donnes la chaîne de caractères que l'enfant doit taper versus ce qu'il a tapé, tu peux pas juste donner ça à l'IA, donne-lui une note. Ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit de donner des résultats à des enfants basés sur l'IA. Par contre, t'as le droit, de manière algorithmique, de donner un score, par exemple le nombre de touches qui n'ont pas bien été mis, et puis donner ce score à l'IA et dire, ok, donne des recommandations à l'enfant bienveillantes pour qu'il puisse s'améliorer. Ça, t'as le droit. Mais donc, c'est ce genre de frontières qui sont mitigées dans ce genre de AI Act. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, en fait, à chaque fois, nous, quand on a un projet dans telle industrie, on vient regarder, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit réglementé correctement. Mais donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est positif ou non? C'est positif, mais du coup, par définition, ça bloque certaines innovations qu'on pourrait faire qui pourraient être intéressantes. Et le gros problème, je pense, de l'Europe, c'est pas forcément de bloquer les choses, de réglementer les choses, c'est la masse énorme qu'est l'Europe. Elle prend trop de temps à bouger. Et du coup, le temps qu'il y ait des recommandations qui s'adaptent et qui changent, c'est dommage parce que ça bloque énormément d'innovations et énormément de changements qui seraient positifs à la société. C'était super intéressant. Je voudrais revenir sur plutôt l'humain. On en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure. Et toi, en tant qu'entrepreneur de la tech, évidemment, tu dois gérer le dilemme entre l'avancée technologique, c'est vraiment automatiser, gagner du temps, mais en même temps, tu l'as dit tout à l'heure, recentrer l'humain, certes, mais on a toujours cette crainte de perte d'emploi, ou en tout cas, comment tu gères cet équilibre entre préserver l'emploi humain et automatiser un maximum de tâches possibles? Ouais, je prends l'exemple de VoxNow. Donc c'est un service, j'en parlais juste avant, d'être vraiment niché dans une partie. C'est un enjeu chouette pour un jeune entrepreneur qui a envie de se lancer, c'est de trouver vraiment une niche assez cible et d'être vraiment spécialisé dedans. Et ce que j'ai pu faire avec VoxNow, qui automatise les appels entrants des avocats pour ouvrir les dossiers en automatique. La question qu'on se pose directement, c'est ok, que des assistantes ou des assistants. La réalité est vraie, c'est que l'avocat, s'il avait 4 assistants et là, VoxNow fait une partie du travail, il peut se dire ok, je peux peut-être me séparer d'un assistant. La réalité jusqu'ici, c'est qu'aucun assistant de mes clients n'a été renvoyé. Intéressant déjà. Intéressant déjà. Je pense que ça peut arriver à un moment. Je vais pas être contre, parce que je pense vraiment que ces jobs vont tendre à disparaître au fur et à mesure. Donc ça peut être énormément controversé, on se dit c'est en train de remplacer l'IA, avec l'IA les gens, c'est horrible, c'est contre l'humanité. Mais je pense qu'il y aura une certaine... Et de toute façon, toutes les révolutions industrielles ont fait ça, c'est que ça change la structure de l'emploi, ça change la structure du marché. Et je pense qu'au fur et à mesure, dans toutes les innovations, Internet a bouleversé toute la manière dont les jobs étaient organisés. Regarde, les agences de tourisme, elles n'existent plus en physique, mais elles existent, il n'y a que du Booking ou des kayaks, tous des sites comme ça. Et donc, au fur et à mesure que le monde évolue, les structures d'emploi changent. Et donc, en fait, l'IA, c'est comme les autres, ça vient réadapter ça. Et donc, ces gens qui travaillent dans les agences physiques et qui ont malheureusement été renvoyés, ils ont fait quoi? Ils ont dû probablement se former à des choses où ils apportent vraiment de la valeur. Et là, c'est ces nouveaux jobs qui émergent. Et donc, je pense le fait que, par exemple, les assistants qui prennent des appels, les call centers, ils vont tendre à disparaître, je pense. Ces gens-là, en fait, ils vont être forcés à ne plus avoir ces jobs-là, à se former à des choses où ils auront plus de valeur ajoutée. Et donc, je pense que c'est comme n'importe quelle vague de révolution industrielle où, simplement, ça force les gens à se former à des choses où ils ont plus de valeur ajoutée. Et je pense que si on regarde d'un point de vue méta, et je sais que c'est controversé ce que je vais dire, mais en soi, ça force simplement les humains à avoir un niveau d'éducation plus élevé, un niveau de formation plus élevé, au lieu de rester dans des tâches assez basiques où on n'apporte pas vraiment de valeur, répondre au téléphone toute la journée pendant 30 ans, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup d'avis sur ce sujet, donc je sais que c'est quelque chose de controversé, mais moi je pense à croire ça, et donc si demain un avocat me dit j'ai dû me séparer d'une assistante parce que VoxNow faisait une grande partie du travail, je dirais ok, c'est normal, l'assistante va être probablement déçue ou triste pendant un moment, mais voilà, elle va devoir s'adapter au marché, s'adapter à l'évolution, et ça nous arrive à tous. Si demain l'entrepreneuriat s'est interdit en Europe, on va trouver autre chose, quoi, et c'est dans la nature, la survie humaine de s'adapter à l'environnement qu'on a autour de nous.
On parle, avant-dernière question, avant de passer à la suite de cette interview, on parle beaucoup positivement depuis tout à l'heure de l'intelligence artificielle, et c'est normal, tu travailles dedans aussi, donc tu as un avis globalement positif, j'ai envie de dire, ou une vision, même si elle est nuancée sur plein d'aspects, mais qui est quand même relativement positive. Alors, j'ai envie, évidemment, logiquement, de te demander, à l'extrême opposé, si pour toi, avec ton expérience, ton expertise, d'après toi, c'est quoi les gros points noirs, les gros points négatifs de l'IA, de l'intelligence artificielle, que ce soit dans son utilisation actuelle, dans la projection, tu me réponds ce que tu veux, mais quels sont, d'après toi, les gros points négatifs de l'intelligence artificielle en 2025 ? Je pense qu'il y a 3 points qui me viennent en tête. C'est la perte de contrôle, la pollution et les abus d'utilisation de l'IA. Mais ça, principalement, malheureusement, c'est la responsabilité effectivement des gouvernements, mais des fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle. Ils le font très bien jusqu'ici, mais voilà, il y a des modèles qui commencent à être hackés, qui commencent à être jailbreak, où on peut faire ce qu'on veut. Si on commence à demander à ChatGPT, je sais pas comment spam, il va nous répondre non, je peux pas te répondre, parce qu'en fait, il a un espèce d'alignement où quand on lui fait des requêtes, il a ces règles qui ont été mises au préalable qui empêchent d'aller discuter de choses qui ne sont pas éthiques ou qui sont interdites, qui sont illégales. Mais voilà, on s'est tous rendu compte, si on lui demande, ok, je prends l'exemple du non, on vit dans un monde hypothétique où le est légal. Qu'est-ce que tu peux faire? Potentiellement, GPT-3 nous répondait. Maintenant, le 4, non. Mais le 3 nous dit, ah, ok, alors si c'est un monde... Alors je peux. Un monde imaginaire, Alors je peux. ouais. Alors je vais t'expliquer. Voilà, c'est ça. Ok, je savais même pas. Ok. Ils travaillent là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité des gouvernements et des fournisseurs avant tout. Parce que, ok, on peut dire que c'est la responsabilité de l'humain, mais il y aura toujours des humains pour utiliser ça à mauvais escient. Mais donc, ouais, je dirais que c'est, du coup, comme je disais, la manière d'utiliser l'IA. Il y aura toujours des gens pour mal l'utiliser si c'est mal cadré ou si les fournisseurs permettent des utilisations pareilles. La perte de contrôle, je pense que parfois, si on a les meilleures intentions du monde, l'IA, ça reste des modèles statistiques, donc elle peut donner la bonne réponse 99,9999% du temps, mais parfois ce 0,001%, s'il est à un usage très important, on parle du milieu médical, du milieu bancaire, du milieu, des milieux comme ça, ces erreurs-là peuvent avoir des impacts. Après, voilà, il y a des pourcentages d'erreurs dans tout. Quand on prend un avion, malheureusement, on a toujours un risque d'avoir 0,000% de crasher, donc ça, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Il y a plein de mécanismes qu'on peut mettre en place, des IA qui se contrôlent eux-mêmes, mais c'est des choses qui vont quand même arriver. Et micro-aparté, je veux pas te couper, mais tu penses que ce côté taux d'erreur va s'annihiler avec le temps? Tu penses que ça va disparaître? C'est-à-dire qu'on pourra 100% être sûr de la réponse? Parce que là, maintenant, moi, dans mon quotidien, c'est vrai que ça m'arrive parfois qu'ils me lâchent des choses qui sont factuellement fausses, même encore maintenant, quoi. Oui, non, tout le monde. Le risque zéro n'existe pas dans n'importe quel domaine, que ce soit quand tu prends ta voiture, quand tu parles, on peut toujours bégayer, quand tu prends l'avion. Okay. Donc, je pense pas que ça va... Non, ça va pas. Okay. Ça a juste évolué, peut-être ça me nuire, mais complètement s'annuler, tu penses pas que ça arriverait, quoi? Non, c'est impossible. Désolé de t'avoir coupé, mais... Non, je suis d'accord avec toi. C'est juste impossible. On peut améliorer la technologie, les airbags, les voitures, et donc le taux d'accident, le taux de mortalité des accidents, par exemple, va tendre à diminuer, mais sera jamais à zéro. C'est la loi des grands nombres, c'est les statistiques, c'est quelque chose qui tendra jamais vers zéro. Et dans le cas de l'IA, c'est par définition un modèle statistique qui est entraîné sur une base de données, donc c'est vraiment que des stats derrière, et donc c'est par définition impossible que ça soit à zéro. Mais par contre, voilà, il y a... c'est ce qu'on appelle des safe nets, où en gros c'est une IA qui vient contrôler le résultat de l'IA d'avant. Et donc en fait, si tu fais 0,0001% fois 0,001%, ça fait encore moins. Et donc en gros, tu peux mettre plusieurs safe nets pour vraiment diminuer le pourcentage d'erreurs à un nombre quasiment insignifiant. Mais ça tendra jamais à disparaître à zéro. Et pour répondre à ta question avec le dernier point, un gros point néfaste, faut pas se mentir, c'est aussi l'impact environnemental. Il est présent, il est là. Certains fournisseurs de LLM, donc de modèles d'intelligence artificielle, travaillent de plus en plus sur cet aspect-là, mais voilà, encore au jour d'aujourd'hui, comme beaucoup de choses, comme Internet, comme les serveurs, comme la tech, c'est une catastrophe environnementale, mais qui commence à être de plus en plus réglementée. Donc je dirais vraiment, utiliser l'IA à mauvais escient, la perte de contrôle et la pollution sont les 3 aspects qui sont les plus mitigables en termes d'IA. Et sur cet aspect-là, je voulais un peu te relancer parce que j'avais entendu une remarque qui m'avait titillé dans un certain sens. Quelqu'un m'avait dit, oui, mais
quand tu cherches ton information sur Google, tu vas parcourir 10 pages, et c'est vrai. Tu cherches une image précise sur Google, tu vas parcourir sans doute peut-être un affichage de 100 images, ce qui est vrai aussi. Ma question, si tu as une partie en tout cas de la réponse, c'est de te demander, est-ce que du coup, nous qui avons une utilisation de Google sans gros jugement dans notre quotidien, on va pas se mentir, on ne le remet plus en question, c'est devenu quelque chose quasiment d'acquis, on a cette nouvelle technologie qui arrive, on la critique beaucoup sur ces aspects-là, est-ce que tu n'estimes pas qu'en fait, puisqu'on nous donne une réponse précise sans devoir rechercher, est-ce que tu n'as pas l'impression que du coup l'impact environnemental peut être moindre puisqu'on cherche moins et donc on a moins d'informations à aller chercher dans les serveurs de Google? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Parce qu'on m'a fait la remarque, ça m'a titillé, je me dis, oh tiens, intéressant, mais je connais pas assez grand-chose pour avoir un vrai jugement, quoi. Est-ce que tu fais encore tes recherches sur Google? Encore un peu, ouais. Je dois le dire. Typiquement pour des sites internet, malgré tout. Je vais aller manger dans un restaurant, je vais voir le menu, je vais toujours sur Google. Il y a quand même beaucoup d'exemples de mon quotidien où je continue d'utiliser Google ou les autres, d'ailleurs Yahoo, peu importe. Je te demande quand est-ce que Kennedy il est mort. Tu vas aller sur ChatGPT ou sur Google? Ouais, maintenant je pense que malheureusement, je vais tendre à plutôt aller chercher l'information sur Google. Même si sur ChatGPT, même si maintenant Google a Gemini, c'est ça, d'intégrer et donc nous sort une réponse IA. Donc, est-ce que c'est pas mieux maintenant d'aller sur ChatGPT que Google, puisque Google nous génère aussi de l'IA? C'est vrai que ça aussi, ça peut être un sacré débat, quoi. Mais, donc sans Gemini, si tu fais une recherche sur Safari pour savoir quand Kennedy est mort, versus tu demandes à ChatGPT, j'ai pas le facteur, mais ça va être 100 fois, 1000 fois plus polluant de faire une requête sur ChatGPT que demander sur Safari. C'est pas à zéro aucun des deux, c'est clair, mais ce que fait ChatGPT quand tu lui fais une requête, c'est qu'il va aller réfléchir, ok, basé sur sa question, quelle recherche je vais aller faire sur Google, ok, je vais aller voir tous les sites qui sont sortis, je vais aller scraper toutes les informations des premières sorties, donc ça veut dire rentrer sur le site, récupérer toutes les informations, ramener tout, puis ok, j'ai tout, maintenant je vais réfléchir, ok, elle est où la réponse à la personne, ok, je regarde tout, ok, trop bien, maintenant je lui formule une réponse. Il y a beaucoup plus d'actions que, ok, Kennedy il est mort quand, tu ouvres le premier site, tu regardes la réponse, c'est fini. Avec du référencement ou du SEO, quelque chose comme ça, naturel, quoi. Le SEO est assez... une discussion assez intéressante. Donc, le SEO, c'est quand on recherche pneus Michelin, est-ce que c'est Michelin qui va sortir en premier ou un autre? Il y a ce GEO, maintenant, c'est Generative Engine Optimization, où si tu demandes, vas-y, je cherche une agence IA d'automatisation en Wallonie, ChatGPT peut potentiellement te sortir Boldis ou une autre. Et donc, il y a cette partie de GEO versus SEO, où on se dit que le SEO tendre à mourir d'une certaine manière, parce que il y a beaucoup plus de boîtes qui se font trouver par ChatGPT. C'était Sortlist, c'est une boîte de services assez connue en Belgique, qui postait pas mal sur LinkedIn sur ça, où ils disaient, putain, je regarde les stats d'acquisition de personnes sur mon site web, ChatGPT est vraiment à 200% plus présent de mois en mois. Les gens, il y a beaucoup plus de trafic qui arrive via ChatGPT sur mon site web, parce que de moins en moins de gens font des recherches sur Google, et de plus en plus sur ChatGPT, quoi. J'avais entendu en plus récemment, avant de passer un peu aux prochaines étapes de cette interview, j'avais entendu aussi que Mastercard, Visa, etc. commencent à beaucoup parler depuis plusieurs mois. Maintenant où on n'aura même plus besoin de sortir la carte bancaire. D'ailleurs, ça c'est un danger aussi, mais si on donne notre accord à une intelligence artificielle qui pourrait, basée sur nos préférences d'achat, acheter pour nous à l'avance, selon des récurrences, les vêtements, ça peut aller très très loin. Et donc j'entendais, je ne sais plus le nom du youtubeur, mais j'entendais quelqu'un je regardais une vidéo là-dessus et il expliquait un peu toutes ces mécaniques-là et ce que tu viens de dire, la mention du SEO qui se transforme plutôt pour l'IA, c'était typiquement ça, c'était de dire demain les sites e-commerce, et je sais que Shopify, merci, a sorti une version test, si j'ai bien compris, où en fait maintenant, par exemple, quand on va voir une image, actuellement dans un Shopify ou peu importe un e-commerce classique, on a une image, un prix, parfois une description, mais si quelqu'un dit je veux le style de Kanye West lors de ce concert-là, il va pas retrouver les éléments au même endroit. Et donc ça va être un peu comme on peut le voir souvent sur les sites chinois ou étrangers, où tu as le titre, au lieu de dire que c'est une figurine, c'est figurine sur 2 pieds Dutch Showman, alors que c'est même pas que Showman, c'est pour vraiment travailler l'intelligence artificielle, enfin le référencement là pour le coup, et bien que ça fera la même chose pour l'IA. Ça va te donner les saisons, quand le porter, le type de taille, pour quel type de physique, pour quel type de poids, et donc ça va changer complètement, et les données qui se trouvent derrière les images, les métadonnées, le SEO, que ça va transformer la manière de consommer. Est-ce que tu trouves aussi que c'est une direction dans laquelle on va aller, t'en es à peu près certain, et c'est vers ça qu'on glisse ou pas du tout? Ça, je trouve que c'est positif. L'aspect de se dire, ok, je suis en août en Belgique, tu me conseilles d'acheter quoi? Et puis regarde un peu ces recherches, ça pollue, mais c'est encore une fois, ça apporte de la valeur où tu dois plus faire tes recherches toi-même. L'aspect bancaire dont tu parlais, où
l'IA va pouvoir, notre modèle va pouvoir effectuer des actions sur nous, donc c'est les agents IA qui vont pouvoir exécuter des actions, donc c'est la grosse différence entre un chatbot avec qui on peut simplement discuter, mais qui peut pas aller faire des actions derrière et qui a pas accès à nos informations internes, versus un agent qui peut aller faire des actions, qui a accès à notre Google Drive, notre email, et qui a nos informations personnelles pour aller effectuer des actions. Ces agents IA-là, tu vois, Google a déjà tes infos bancaires. Si tu les enregistres dans Google Pay, il les a déjà. Donc en soi, Apple aussi. Apple aussi, tous ces providers pourraient le faire. Et ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà de ce truc de... Tu construis un site web, par exemple, tu as besoin d'un formulaire dans ton site web, et donc tu dois passer par un service tierce type Typeform, où en fait, l'agent peut aller sur Typeform, te créer un compte, te ramener ta clé d'API, tu la mets dans ton site, Typeform bien. Ça se fait tout seul, et donc les paiements vont suivre un moment. Il faut que ça soit évidemment super bien cadré. Je pense, donc Stripe, avec lequel on peut passer des paiements en ligne sur les sites e-commerce, il y a 10-15 ans, ça faisait très peur. Ça faisait très peur. Maintenant, tout le monde fait plus ou moins confiance à Stripe. Peut-être la late majority dont on parlait, les retardataires un peu moins, mais la plupart des entrepreneurs tech font extrêmement confiance à Stripe pour du paiement, ce qui faisait très peur il y a 15 ans, et je pense que les agents IA qui vont passer des paiements, ça fait peur maintenant, mais dans 5-10 ans, ça fera plus peur. C'est pour ça que ce sera important, le côté, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir avoir un discours informatif pour des gens qui ne s'y connaissent pas, mais aussi, le mot est grand, mais éducatif, de comprendre c'est quoi. Parce que c'est bien d'octroyer son accord, mais il faut comprendre dans quelle règle du jeu on joue, et c'est tellement un univers vaste que c'est compliqué de le comprendre. Avant de passer à la séquence suivante de cette interview, la dernière question, c'est un peu la question de ce podcast, la question des voix de l'IA. C'est une question un peu générale, un peu potentiellement touchy, je suis pressé d'avoir ta réponse. C'est te demander, d'après toi, quelles sont les limites que l'intelligence artificielle ne devrait jamais franchir. Et ce sera pour finir cette séquence interview. Je pense que c'est la partie émotionnelle le grand risque, parce que là, on va vraiment toucher à la nature humaine, on va dénaturer ce qu'est un humain. Je pense que quand l'IA arrivera à vraiment avoir des émotions qui sont proches à celles de l'humain, on va arriver dans un autre niveau de transformation du monde tel qu'on le connaît. Et ça, je pense, ça va être une barrière que si on franchit un jour, ça va être un point de non-retour où, tu sais, ce monde où tu sais plus faire la différence entre si tu parles à un humain ou si tu parles à un bot. Maintenant, je pense que c'est assez facile, après quelques discussions, de savoir si tu parles à un bot ou un humain. Mais le jour où cette frontière va tendre à disparaître, je pense que ça va faire peur, parce que t'arriveras vraiment plus à faire la différence, et ça, je pense, c'est beaucoup sur le côté émotionnel, où l'IA, au jour d'aujourd'hui, n'a pas d'émotion. Mais le jour où ça va arriver, le monde tel qu'on le connaît sera vraiment différent, et je pense que ça peut donner beaucoup d'anxiété à certaines personnes d'imaginer un monde comme ça. Bon, moi, je suis encore jeune, aventurier, donc je me dis, je suis curieux de voir, mais je pense que quand t'as des enfants, une famille, tu te dis, ok, on arrive dans quelque chose d'assez spécial. Donc, je pense que la frontière émotionnelle, de plus savoir faire la différence entre un bot et un humain, elle fait assez peur. On va passer à la séquence suivante, si tu es d'accord, maintenant qu'on a fini un petit peu la séquence interview plus classique. Toujours chaud, une petite gorgée d'eau et on est parti. Allez, je t'en prie. Ça tombe bien, du coup, on va passer à la séquence IA ou pas IA, parce que même les experts peuvent se tromper, et toi tu en es un, et donc on va te mettre au défi. Mais avant de te mettre au défi, je vous invite, si vous nous regardez sur YouTube, à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, dont Spotify évidemment est le plus connu. Et si vous nous écoutez, pour cette séquence-ci, ça va être une séquence un peu plus visuelle, donc n'hésitez pas à suivre la page YouTube, la podcasterie, c'est la même chose pour les podcasts audio cette fois-ci, et n'hésitez pas à venir voir la chaîne YouTube, la podcasterie, pour cette séquence. Bon, Sacha, bienvenue dans la séquence du coup IA ou pas IA. Je pense que tu as compris le principe. On va te montrer une série d'images sur ce PC, sur cet écran, et tu vas devoir nous dire si d'après toi c'est de l'intelligence artificielle ou non. Alors je m'en suis occupé, je suis un petit loustic, donc réfléchis avant de répondre. Ok. IA ou pas IA pour cette première image? La manière d'identifier un peu des posts IA, c'est voir un peu les visages des gens, parce que un truc, je me suis rendu compte, j'ai lu un article là-dessus récemment. Ce qui est assez drôle, c'est que vu que c'est des modèles statistiques qui sont basés sur le nombre de têtes qu'il y a dans les bases de données d'Internet, et que sur Terre, on a beaucoup plus de personnes asiatiques. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience, mais
quand tu donnes pas du tout d'informations à toi, qui tu es, et ce que tu veux faire avec la transformation d'image, ta tête, elle a, elle a tendance à devenir un peu asiatique. Je sais pas si t'as déjà fait cette réalisation. Souvent, c'est vrai que j'ai toujours mis des prompts qui sont, on va dire, précis parce que ça m'arrive de le faire. Donc, du coup, je l'ai influencé, quoi. C'est vrai que j'ai jamais essayé, en tout cas. Si tu mets juste ta tête et tu lui demandes de changer quelque chose, par définition, elle va devenir un peu plus asiatique, ta tête, parce que dans sa base de données, il y a beaucoup plus de têtes asiatiques. Mais donc, du coup, là, t'as pas de chance parce qu'ils sont de dos. Bah ouais. Donc, bonne chance. IA ou pas IA sur cette première image. C'est ça que j'allais dire. En tout cas, c'est une très belle salle, c'est un très beau lieu. Donc, si un lieu existe comme ça sur Terre, je pense que ça pourrait être pas IA. Après, c'est un peu loin, mais... C'est un peu fait exprès pour que tu puisses zoomer avec tes yeux sur l'image. Bah, c'est un très bel endroit, si ça existe, j'aimerais bien aller, mais je pense que ça peut être réel, ouais. Eh bien, écoute, c'est de l'IA. Et alors là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est une œuvre qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial. Ça a été fait avec Midjourney, mais surtout, c'est la première œuvre qui a eu un prix, alors qu'elle est par l'intelligence artificielle, dans un concours d'art traditionnel, puisqu'il y a eu le prix, je vais le lire exactement pour pas me tromper, elle a remporté le premier prix de la catégorie art numérique à la foire d'État du Colorado, qui est vraiment quelque chose d'assez réputé. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, et donc ça a vraiment marqué l'actualité, tu t'en doutes bien, pour beaucoup de débats, parce que avant c'était plutôt basé sur des montages photos, un peu de retouches photos. Ici on parle carrément d'intelligence artificielle. Il y a même eu des gens qui ont contesté ce résultat, et finalement ils sont pas revenus sur la décision. Ils ont dit ça fait partie du monde moderne, donc on l'accepte. Et donc c'est bien une image qui avait gagné. On passe à la deuxième image. IA ou pas IA d'après toi? Ouais, tu me donnes toujours des images de tout comme ça. C'est fait exprès, je vais titiller quand même. Bah, en fait, à chaque fois, c'est dans des lieux un peu insolites. Après, je me dis, voilà, que ce genre de lieu peut exister, donc why not? J'essaie de regarder un peu les jeux de lumière, parce que c'est en général, l'IA peut faire des erreurs là-dessus. Là, on voit que la lumière est dans le fond, et la personne est de dos, donc je me dis que potentiellement l'ombre est réelle, donc je dirais que c'est réel. Eh ben, c'est réel. Ouais. Bien joué sur celle-ci. Évidemment, tu t'en doutes bien, on n'a pas fait des faciles. Je me doute que tu aurais eu facile à trouver. Mais donc, pour la petite anecdote, c'est vraiment intéressant. C'est un artiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Refik Anadol. Et lui, il est très innovant parce qu'il s'inspire justement à la base de l'intelligence artificielle, de la data, pour réfléchir à plutôt des scénographies. Comme tu vois, le lieu est assez marquant. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a aussi un vrai jeu de lumière. Il y a un jeu de musique aussi sur place. Et donc, c'est un peu une expérience immersive. Inspiré par l'intelligence artificielle, il s'aide pour imaginer ces mondes, mais c'est bien réel. Donc, les gens avec de l'IA essaient de faire des images réalistes, et les gens font des images réelles. Exactement, tout à fait. Incroyable. Troisième image, est-ce que d'après toi, c'est de l'IA ou pas? Mais donc, ça peut être une peinture réelle, c'est ça? Ça peut être une peinture réelle. Ok. Ah, on l'a mis loin exprès, hein, on l'a fait exprès. Hein. C'était très intentionnel. On te veut du mal ici. Je pas en train de bonne main ici. Je m'y connais pas trop en art. Je pense pour les tests qu'on a fait, c'était la plus compliquée. Les gens hésitaient. J'ai fait exprès, j'étais titillé. Je connais pas bien l'art, donc je saurais pas trop. IA ou pas IA, mais... tu dois trancher. Bah, pas IA. Eh ben, c'est pas IA, bien joué, c'est un autoportrait réel de Vincent Van Gogh. Je sais que l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de tests autour de lui, c'est pour ça que j'ai pris aussi celle-là, qu'il avait peint, pour la petite anecdote, en 1887, l'année où 1887-88, lorsqu'il était à Paris, et donc c'était bien une vraie peinture, pour le coup. Image suivante, et avant-dernière image, pour cette IA ou pas IA, t'as compris la chanson. Ça m'a l'air pixelisé de fou, donc soit c'est un style artistique, soit c'est de l'IA. Ah, ça c'est à toi de me le dire. On dirait un puzzle. Je sais pas, moi, tout ce que tu montres, j'ai l'impression que c'est pas IA. Je me dis juste c'est des courants artistiques, mais je pense que c'est impossible à dire, parce que... Comme on a vu juste avant, il y a des artistes qui essaient de faire des trucs IA. Donc là, ça peut être un artiste qui essaie de faire un truc assez jeu vidéo. Donc je dirais encore une fois, pas IA, ouais. Eh ben, c'est pas IA. Ouais. Bien joué aussi. Parce que l'IA en soi fait pas de choses pixelisées, il y a des choses très nettes. Écoute, pour te le dire, c'est intéressant, ce que tu identifies évidemment de loin comme pixelisé, c'est le courant du pointillisme. Donc en effet, c'est des petits points de couleur pour faire cette peinture-là. Et ça, c'est un tableau de 1909, signé Paul Signac exactement. Et lui n'appelait pas ça le pointillisme, pardon. Il aimait bien parler d'une peinture de divisionnisme, qui était un mot que lui avait employé. Mais évidemment, le but, c'est d'aller te
te gratter un petit peu et te faire réfléchir, parce que c'est aussi une manière pour nous de montrer que c'est pas simple, en fait, à l'heure actuelle, d'identifier ou pas si c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une manière d'identifier. On est quand même à l'ère des deepfakes. Exactement, tout à fait. Ouais, Donc ça fait partie aussi de tous ces sujets très compliqués pour identifier une vraie vidéo d'une fausse ou une vraie image d'une fausse. Et on a la dernière qui arrive maintenant pour cette dernière image de cette séquence IA ou pas IA. Alors d'après toi, IA ou pas IA? Et donc, ce qu'on juge ici, c'est pas forcément la scénographie, qui est peut-être fait exprès pour t'ennuyer, mais plutôt, évidemment, l'image, peinture, interprète-le comme tu veux. Je t'expliquerai après, évidemment. Ouais, IA. IA? Ouais. Eh ben, écoute, ici, c'est un peu des deux. Okay. Et je vais donner cet exemple. La peinture est vraie, mais la femme est IA, c'est ça? Eh bien, même pas. En fait, la peinture est vraie, donc tu as tout à fait raison, c'est une vraie peinture. Par contre, ça a été fait par Aida, un robot humanoïde qui a été fait en Angleterre. Et cette peinture, exactement, c'est un portrait d'Alan Turing qui a été vendu l'année dernière pour $1 million, je pense, et pas d'euros, de dollars. Et donc, c'est un robot qui dessine et qui peint avec une caméra embarquée. Et donc, il y a une vidéo qui est assez impressionnante. On la voit peindre. Donc, c'est un robot avec de l'intelligence artificielle dedans, mais qui a peint une peinture bien réelle. Et donc, comme quoi, maintenant, ça va très loin. Le monde de fou. Le monde de fou, exactement. Et donc, c'était aussi une manière de montrer, même toi, en tant qu'expert, c'est pas facile, en fait, d'identifier maintenant la différence entre une image non, c'est clair, ouais. générée par l'IA ou pas. C'est dur. Bon, séquence suivante. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et alors, on a créé une séquence un peu sympa, en tout cas, moi, qui me plaît beaucoup, j'ai un grand sourire, qui s'appelle la question de l'IA. Ce qu'on a fait, c'est simple. On a donné à l'intelligence artificielle quelques-unes de tes informations. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Et lui a demandé de te poser une question, tout simplement. On n'a pas donné plus d'informations que ça. Et donc, on t'invite à écouter l'intelligence artificielle et sa question, évidemment, c'est trop fort. D'y répondre. Trop fort, bien joué. Sacha, si ton projet d'IA était une personne, quelle serait sa personnalité et sa petite qualité cachée? Donc c'est très drôle cette question, compte tenu du fait que tu as dit tout à l'heure avec les émotions, le fait qu'elle me comprenne, première question qu'elle nous sort, et c'est vraiment, on n'a pas trié, c'est la seule et la première qu'elle nous a sortie. Si ton projet avait une personnalité, qu'est-ce qu'elle serait comme type d'humain finalement? Je pense que de toute façon, les boîtes sont à la hauteur des humains qui l'animent au jour le jour. De toute façon, ce qui fait une boîte, une culture d'entreprise, c'est les gens qu'il y a dedans. Donc, je pense un peu à mon effigie, à l'effigie de mon associé, à l'effigie de notre équipe. On est tous un peu excités dans la vie, impatients, on a envie de faire plein de trucs. Et donc, on est super stimulés par les entreprises, les entrepreneurs avec qui on travaille, qui veulent innover, créer de nouvelles choses, aller plutôt vite. C'est un monde qui change vite, et donc on a des délais de livraison qui se comptent en semaines, en mois maximum, parce que le monde change vite, le monde va vite, et donc je pense qu'on est une boîte agile, rapide, assez impatient, on a envie de faire plein de trucs, on est excité, donc je pense que c'est cette partie-là un peu enfant, où on est content d'aller vite, on est content de faire des choses rapidement. Donc, je pense que c'est une personne excitée. Chouette, et un petit peu dans la même vibe, comme je t'expliquais un petit peu plus tôt, on s'adresse aussi à des jeunes qui nous écoutent, c'est certain, et qui nous regardent. Et on a voulu laisser la parole à un jeune, justement, qui allait justement, du coup, te poser une petite question. Il s'est enregistré, et donc c'est Lorenzo qui s'adresse à toi pour te poser une petite question. Je mets la vidéo. Salut Sacha, on entend souvent que l'IA va voler notre job. Qu'est-ce que t'en penses? Alors même si c'est un sujet qu'on a déjà mentionné plusieurs fois et qu'on a eu l'occasion de discuter lors de l'interview, tu as entendu sa question, c'est quelqu'un d'un âge plus jeune. Donc là, Lorenzo, je pense qu'il n'a pas encore de job. Non, pas encore. Pas encore. Donc le conseil que je peux donner à Lorenzo ou à tous les enfants de cet âge-là, c'est l'IA ou n'importe quelle révolution qu'on a dit va transformer le marché ou la structure des emplois. Donc, à l'âge auquel ils ont, il faut s'adapter justement vers où on tend. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sens à, faire des études de tourisme ou je ne vais pas dire ça, mais des études de métiers qui vont tendre à disparaître. Mais donc, c'est d'avoir un peu un esprit critique sur qu'est-ce qui va être encore là dans quelques années, et rester vraiment informé des innovations, de tout ce qui se passe, pour être sûr de pouvoir rester dans le train quand tu arriveras sur le marché du travail d'ici, 5-10 ans. Donc l'IA va remplacer tes jobs, va en créer des nouveaux, et justement, il faut être assez formé, assez alerte pour, quand tu arrives sur le marché du travail, tu as des compétences qui résolvent des vrais problèmes dans la société actuelle, et pas des choses que, du coup, l'IA fait par définition.
Et donc finalement, puisqu'il nous écoute actuellement, il est plutôt au bon endroit pour commencer à s'informer sur ce sujet. Tout à fait, t'as très bien fait d'écouter la podcasterie. Ouais. C'est ça. Bon, on va passer à la dernière séquence. On passe un bon moment ensemble, mais il faut bien que les bonnes choses ont toujours une fin. Et on essaie de finir de la bonne des manières, puisqu'on va finir avec la séquence tac au tac. La séquence tac au tac est là, c'est simple. 15 choix à sens unique, pas d'explication. T'es obligé de me donner évidemment une réponse unique, et tu n'as le droit qu'à un joker, si tu veux l'utiliser, pour toute la séquence, sur lequel donc tu n'es pas obligé de répondre. Tu réponds pas ou tu peux argumenter? Tu ne peux pas répondre. Okay. Ça va? C'est un espèce de combini oui-non, quoi. Voilà, on est sur un format qu'on connaît, un format assez rapide. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, pour ce tac au tac? C'est parti, tac au tac. Allez, parfait. Go. ChatGPT ou Google? ChatGPT. Robot qui cuisine ou robot qui conduit? Cuisine. Lecture papier ou podcast audio? Lecture. LinkedIn ou Instagram? LinkedIn. Data locale ou cloud mondial? Cloud. Cloud mondial. Ouais. IA éthique ou IA efficace? Ah Efficace. IA qui conseille ou IA qui décide? Conseil. N'oublie pas que t'as ton joker et tu l'as toujours. Ouais. Mais je veux pas l'utiliser, t'inquiète. IA qui réduit les coûts ou IA qui crée des emplois? Qui réduit les coûts. Régulation forte ou liberté totale? Une régulation forte. IA made in Europe ou IA made in USA? Joker. 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 Non, bah, je peux répondre. US, c'est mieux pour l'instant. Préférer être évalué par un humain ou une intelligence artificielle? Un humain, ouais. Est-ce que tu as plus peur d'un bug technique ou d'un bug éthique? Éthique. IA écolo mais lente ou IA polluante mais puissante? À nuancer trop tes réponses. Tu as toujours ton joker. Tu ne l'as pas utilisé avant finalement, tu as toujours ton joker. Ouais, bah non, il est plus écologique, ouais. Croissance économique ou décroissance écologique? Décroissance. Et enfin, l'IA qui prend des décisions politiques ou jamais d'intelligence artificielle dans la politique? Décision, non, pas politique, non. Et enfin, la petite question bonus, la question les voix de l'IA pour se finir ensemble aujourd'hui. Un monde avec ou sans IA? Avec. Ok, merci Sacha. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Ouais, non, c'était vraiment cool. Ouais. Un chouette format, un chouette intervenant, une chouette équipe. Merci, et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant que je conclue ce chouette épisode qu'on a vécu ensemble aujourd'hui. Bah, je pense que c'est un peu en lien avec Lorenzo que j'ai vu, où tous les jeunes maintenant, c'est voilà, rester à la page de tout ce qui se passe, technologiquement parlant, il y a plein de choses. Je pense que c'est bien d'avancer dans ce domaine, mais tout en gardant des belles valeurs. L'entrepreneuriat, on crée des choses pour apporter de la valeur au monde, pour changer les choses, avoir un impact sociétal. Bien sûr, il y a l'aspect financier là-dedans, mais ce qui nous motive et ce qui nous rend heureux, c'est de voir les cas d'usage qu'on crée, voir l'impact sur les gens, voir comment on peut changer, un peu modeler la société dans laquelle on est. Et donc, je pense là, pour les prochaines années, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'aller chercher qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que je peux apporter à la société en apportant mes skills, mes compétences sur de l'IA ou n'importe quel domaine pour venir apporter du positif. Merci Sacha, merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez, comme je le disais, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez nous retrouver en podcast sur dans toutes les meilleures crèmeries finalement. Et si vous nous écoutez sur Spotify ou ailleurs, on est sur YouTube, toujours avec le même nom, La Podcasterie. On a aussi tous nos réseaux sociaux classiques, même sur LinkedIn, où vous pouvez nous retrouver. Je voulais aussi remercier Diversiclick qui nous a permis d'être là aujourd'hui, les équipes de Diversiclick. Et vous pouvez aussi les retrouver, tous leurs contenus liés à l'intelligence artificielle ou non, sur leur site web Diversiclick et sur leurs réseaux sociaux. Et enfin, merci à l'équipe technique qui est derrière aussi les caméras. Merci à tout le monde et à bientôt pour un nouvel épisode des Voix de l'IA. À bientôt, salut!